C'est parti. Breaking news, le monde est en train de changer. On fait face à quelques petits défis, petits, néanmoins vitaux, de l'ordre de ressources naturelles. Il s'agit d'économiser, de gaz à effet de serre, il s'agit de réduire, de serre sauteux, de biodiversité, il s'agit de préserver, voire de régénérer. Il y a aussi des défis d'ordre industriel, il s'agit de relocaliser l'industrie, il s'agit de changer nos méthodes de conception, passer à l'éco-conception, biomimétisme par exemple. Et puis il y a des défis, liste non exhaustive, qui concernent le travail. Il faut réenchanter le travail, il faut donner un nouveau sens au travail, et donc retrouver de l'attractivité, puisqu'on sait tous que tout le monde s'accordera sur le fait qu'on a un petit problème de recrutement. On a besoin d'être motivé pour venir. Donc tout ça, c'est autant de questions assez épineuses pour parler de biodiversité. Donc l'enjeu, c'est de changer un peu de paradigme, de passer de la société du désir, de l'impulsion, de la consommation, surconsommation, globalisation, mondialisation, à l'ère peut-être un peu moins fun de la sobriété, de la circularité, de l'économie, de l'énergie, de la préservation des écosystèmes. La responsabilité, le sens et tout ce qui donne un nouvel éclairage en fait, à la société dans laquelle nous vivons. Donc pour le moins, ça interroge notre façon de consommer, bien sûr, le plus large de la consommation étant entendue de façon la plus large possible, donc de produire. Et puis globalement, ça interroge notre place en ce monde, notre raison d'être, et notre façon d'être au monde. Nous en tant qu'individus, mais aussi plus largement, évidemment, ça interroge les organisations. Parmi les organisations, il y a des entreprises, il y a des écoles aussi. Et puis il y a des marques. Il y a donc des organisations et des marques qui s'investissent, qui s'engagent dans cette nécessaire transformation. Parce que les entreprises aussi ont besoin de reconsidérer la façon dont elles perçoivent leur environnement. Elles ont besoin de faire peut-être évoluer leur offre et puis de retrouver aussi du sens et de retrouver donc de l'attractivité pour attirer tous nos futurs collaborateurs. Vision, transformation, c'est le thème de notre table ronde sans table. Et on a le plaisir aujourd'hui donc d'accueillir, vous voulez que je fasse en ordre, donc Christine Martin. Je fais mon entrée. Christine Martin. Oh. Christine, vous êtes directrice de la communication de l'école de design Nantes-Atlantique, une école qui a donc réinterrogé sa raison d'être pour mieux former. Vous êtes une école qui forme des designers qui eux-mêmes sont souvent chargés et lourds de responsabilité de transformer le monde. Donc il y a l'interrogation de la raison d'être et puis peut-être de changer des choses pour former ceux qui changent. Florian de Kergolais, vous êtes dirigeant de Rapide Couture, une marque que vous connaissez tous. Commerce de proximité qui s'est réinventé pour s'inscrire dans une tendance assez lourde, enfin assez importante, c'est celle de l'upcycling et de la réparation au sens large. Moch Ezekiel, vous êtes responsable RSE chez Sylvadec, c'est votre activité, une entreprise en amélioration continue, dans la sphère industrielle. Vous interrogez vos façons de produire et puis vous insufflez la RSE sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. 3 organisations qui ne sont pas, vous n'êtes pas des startups qui viennent d'arriver dans votre domaine, je vous expliquerai ça. Donc vous avez une histoire derrière vous, on suppose que la transformation que vous opérez, vous êtes en train d'opérer, vous avez opéré, vous opérez encore peut-être, c'est une transformation importante, c'est peut-être la plus importante de l'histoire de vos organisations. Donc ma première question, c'est un peu elle est globale, c'est la même pour vous trois. Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrire rapidement en quoi consiste le métier de votre organisation et puis en quoi c'est la vision de cette organisation, c'est la vôtre, celle que vous portez, en quoi elle a changé et qu'est-ce que ça a changé.
On y va dans l'ordre que vous voulez. Ah, Florian, je sens qu'il est chaud. Ok. Rapide Couture, 37 ans d'existence. Rapide Couture, c'est 100 ateliers boutiques de couture-retouche répartis sur tout le territoire français. On va dire que les prestations qui sont faites par les couturières du réseau, qui sont les gérantes, puisque c'est un système de franchise, sont la réparation, la transformation et l'ajustement de vêtements. Ces trois mots, ils m'ont été soufflés par une agence de communication. Nous tirons le nom, mais il paraît qu'elle est bien. Elle est pas trop mal, voilà, qui va accompagner justement sur la thématique qu'on aborde aujourd'hui pour redonner ces lettres de noblesse à un super métier. Ok, Christine. Donc l'école de design en Atlantique, merci Florian, 30 ans d'existence. C'est une école qui au départ en fait forme des designers industriels et qui a beaucoup réinterrogé sa raison d'être au fil en fait des évolutions de notre époque. Elle a été effectivement centrée sur une première, on va dire, percutée par le digital et effectivement c'est une école qui réinterroge son métier régulièrement. C'est une école qui est implantée en France, donc à Nantes, 1700 étudiants chaque année. Une activité un petit peu moins connue de la formation continue que nous proposons, nous l'apprenons chaque année, donc voilà, à la pensée, à la méthode, à l'approche du design. On est implanté à l'international dans différents pays, en Chine, au Brésil, au Canada, en Afrique. On a notamment développé une école en Afrique qui forme des designers pour le continent africain. Et puis on est en train de se déployer en Chine, de se redéployer en Chine après la pandémie. Et on vient de créer les premiers instituts franco-chinois en partenariat avec une prestigieuse université en design, China Academy of Arts, une prestigieuse université chinoise. Et on est ravis de ce déploiement international qui va continuer. On a pour habitude de dire que nous formons, et c'est ça notre raison d'être, en fait des professionnels de la création. C'est-à-dire que la dimension professionnelle chez nous est essentielle. On ne forme pas des artistes, mais vraiment des professionnels qui seront au service de l'innovation dans l'entreprise. Et le deuxième pilier d'ADN de cette école, c'est l'international, c'est-à-dire que pour former des jeunes qui seront inspirants, qui pourront vous aider, vous, à vous réinventer, il leur faut un parcours, il leur faut avoir s'être confronté à un environnement qui est global, mondial, et donc l'international est un marqueur très important de l'école. Voilà, je vais finir cette table. Du coup, responsable RSE de Sylvadec. Donc Sylvadec, c'est un plus jeune, entre guillemets, c'est 22 ans d'existence. L'entreprise a été créée en 2001 et est spécialisée dans l'aménagement extérieur en bois composite. Donc, le bois composite, c'est un mélange rapidement de farine de bois et de polymère, de plastique. Aujourd'hui, on propose 3 gammes de produits, donc terrasse, clôture et habillage de façade. Sylvadec, en quelques chiffres, donc en 2022, on a fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 110 employés. On a 4 sites industriels. Et puis on est implanté donc en Bretagne, on a 3 sites industriels, et également en Allemagne, en Bavière, où on a un autre site de production. Donc on poursuit des engagements, on est engagé depuis le départ en fait, depuis 2001, et nos engagements ont été récompensés par de multiples labels, certifications, on a un soutien continu de l'ADEME depuis la création. Mais finalement, ces engagements ne s'inscrivent pas forcément dans une stratégie globale, dans une vision cohérente. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de structurer ces engagements, de les porter finalement au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Et aujourd'hui, voilà, notre vision et notre raison d'être doit nécessairement évoluer. On est je pense qu'on est tous hyper conscients qu'on est en train de passer il y a un basculement historique qui s'opère, on est en train de passer d'un système économique linéaire qui s'appuie sur des ressources soi-disant illimitées et à un système économique, l'économie de la rareté, très conscient des limites planétaires. Et voilà, dans ce contexte, nous avons
d'infléchir notre gouvernance, notamment par une démarche de labellisation Bretagne 26 000, qui est donc le pendant breton de Lucie 26 000. Et c'est en cours, donc j'espère qu'il sera labellisé le 6 juillet prochain. Voilà. On a une comité de labellisation prochainement et c'est un niveau de ces derniers mois et qui vient structurer tout ce langage. Donc je reste avec vous. Parce que la première chose à laquelle on pense quand on pense transformation, ça beaucoup pense immédiatement aux produits que l'entreprise peut proposer à ses consommateurs. C'est vrai aussi pour les services. Alors, donc le changement de vision dont vous avez parlé, est-ce que ça se traduit concrètement par des nouveaux produits? Est-ce que vous avez impacté? Est-ce que les lames composites de 2001 sont les mêmes que celles de 2023? Alors oui et non, il y a des innovations constantes. Il y a plusieurs enjeux en fait au niveau du développement de produits. Déjà, le développement de produits commence par les achats. Donc on est en train de restructurer la politique d'achat. Donc ça fait partie des engagements qu'on a dû prendre dans le cadre de la labellisation Bretagne 26 000. Donc là, on veut passer d'achat à achat responsable, pour sourcer un maximum de produits qui soient davantage respectueux et cohérents d'un point de vue social et environnemental. Aussi sourcer davantage de produits d'origine biosourcée. Concrètement, là, on a un gros enjeu industriel d'intégration de plastique recyclé. Parce que finalement, on utilise donc une polymère de plastique dans nos produits qui apporte beaucoup d'avantages techniques. Mais inclure des plastiques recyclés, c'est déjà, mais on aimerait passer à l'échelle supérieure et d'ici à 2050 à avoir un produit d'origine 100% recyclé. Et là, on est en train d'étudier tout ça. C'est des développements industriels très complexes qui prennent du temps. Du coup, on est en train de monter une usine de recyclage plastique. Et le sujet, là, il est en R&D parce qu'on a une cellule R&D composée de 5 ingénieurs qui travaillent sur l'intégration de plastique avec des qualités différentes parce que finalement, on a mis énormément de temps à obtenir une formulation qui marche. Ça a quasiment 20 ans de développement industriel. Et aujourd'hui, d'intégrer du plastique recyclé, ça impliquerait de changer notre process industriel. Et puis également un enjeu sur les matières biosourcées. Donc là, on étudie, c'est vraiment expérimental, mais on étudie par exemple la possibilité d'intégrer du lard de café à la place en substitut une partie de la farine de bois. Donc voilà. Avec les mêmes propriétés que le bois. Justement, c'est ça le problème, donc c'est tout l'enjeu. Ouais. Donc c'est un autre sujet qui occupe le département R&D. En tout cas, on espère que d'ici à 2030, on sera capable de proposer des produits d'origine 100% recyclée, de plus en plus vertueux. On a des matériaux qui composent le composite, qui peuvent donc être issus de recyclés. Est-ce qu'il y a une circularité qui permet de récupérer les lames et de les réinjecter en process? Oui, complètement. On a mis en place en 2016 un système qui s'appelle EcoBox, qui permet à notre réseau de peseurs, parce que finalement on est une entreprise de B2B, donc on vend des ventes sur place en DGSB ou des négoces, vous connaissez tous, Laurent Merlin, Champé. Et du coup, on fédère également un réseau de peseurs professionnels et on leur met à disposition des boîtes qui leur permettent finalement de récupérer les chutes de lames de terrasse à l'issue de la pose et de les renvoyer après d'un certain tonnage, parce qu'il faut que ce soit cohérent aussi là d'un point de vue environnemental et économique. Mais voilà, on a mis ce dispositif-là en place qui est appelé à monter en puissance, notamment dans le cadre des dispositifs REP qui servent le bâtiment et plein d'autres secteurs d'activité, de reprise des déchets, qui va être amené à s'installer dans toutes les filières. Et donc ce dispositif-là va nous permettre de monter en puissance la reprise des déchets, d'améliorer toujours plus notre système d'économie circulaire. Parce que notre farine de bois, pour le coup, est issue de déchets en fait, de l'industrie du bois. On a mis en place de la sciure. Ouais, de la sciure en fait. Quand je dis déchets d'industrie du bois, en fait, on utilise des copeaux et sciures de bois. Il y a des déchets en fait, une grosse scierie bretonne, et on vient les recycler, enfin les retransformer. Donc, si on parle de matières premières secondaires, on vient les retransformer
en autre matière première, donc la farine de bois. Et l'idée, c'est de répliquer ce même modèle avec le plastique, qui est la deuxième matière première principale au sein de notre produit. Voilà. Est-ce que, c'est une petite dernière assise, est-ce que ça coûte plus cher de produire circulaire, de produire à la base de... Ah bah, en tout cas, pour le bois, là, on a réussi à mettre, parce que cette usine de fabrication de farine de bois dont je parle, on l'a créée en 2017. Là, le business model, c'est bon, il est devenu rentable. Mais pour le plastique, effectivement, c'est un vrai enjeu. Enfin, là, à l'heure actuelle, en fait, c'est plus rentable de consommer du plastique vierge, qui est sur une grande entreprise pétrochimique que nous tous, comme Total, etc., plutôt que effectivement de consommer du plastique recyclé. C'est le cours du pétrole. C'est le cours du pétrole. Voilà. Et du coup, on veut vraiment se rendre indépendant de ce cours du pétrole. Donc, la création d'une usine de plastique recyclé qui utilisera en fait qui recyclera des gisements de déchets plastiques localisés en Bretagne. Voilà. Florian, c'est moins évident côté service, on parle, pour rappel, de la transformation de l'homme. Là, on voit bien les produits, la façon dont on change en fait le mode de production. Qu'est-ce qui s'est passé chez Rapid Couture en termes de transformation de service? Qu'est-ce qui s'est passé? On parle de transformation. Ouais. Alors, il y a un super mot qui existe, mais qui existe depuis pas très très longtemps, qui s'appelle l'upcycling, qui est ni plus ni moins que de la transformation. On parle dans l'univers textile de la transformation. Maintenant, c'est parce que c'est bien, c'est anglais, on dit upcycling, c'est cool. Mais en fait, ça a toujours existé, donc c'est pas nouveau. C'est juste un défait, j'ai envie de dire. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que vous avez tous vécu le confinement, donc il a fallu s'occuper. Il y a eu du bricolage, on a viré des meubles, ceci, puis vous avez ouvert vos placards, puis vous avez dit oh, j'ai plein de fringues dans mes placards, qu'est-ce que je vais en faire quoi? Et en fait, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis plus ou moins à la couture, qui ont essayé des choses, etc., avec les vêtements existants. Puis à un moment donné, elles se sont rendues compte que techniquement, il fallait quelqu'un de professionnel pour pouvoir changer. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de nos clients quand ils rentrent dans nos boutiques, parce qu'on ne fait pas que des ourlets, très clairement, pour modifier, transformer des vieux vêtements, des trucs qui étaient dans les placards tout au fond, qui prenaient la poussière ou les vitres. Et du coup, pour répondre à cette demande et le mettre plus en avant, nous, on parle de transformation de vêtements et on accélère ce service. C'était peut-être 10% de nos services dans nos boutiques et maintenant on est à plus de 25 à peu près. Il y a un vrai engouement aussi derrière ça. Mais voilà, ça vient du confinement, ça vient des consommateurs qui se sont dit qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Je suis limité en termes de capacité de couture. Tiens, je vais voir celle qui fait mon ourlet, est-ce qu'elle est capable de le faire? Ah tiens, en fait, elle est capable de le faire. Et du coup, nous, on se positionne aussi là-dessus sur la capacité de notre réseau, de nos couturières, à ne pas faire que des ourlets et de ne pas avoir cette image que je viens chercher la couture. Ouais. Et peut-être développer le service de formation, de cours de couture, vous êtes sur le coup aussi, vous êtes resté dans l'idée de faire pour l'empowerment du couturier amateur. Le couturier, c'est comme pour tout, quoi. C'est dans tous les métiers, on peut faire. On est un peu amateur, et puis à un moment donné, on est stoppé parce que c'est un vrai métier couturière. Ça s'improvise pas. Il y a des formations pour ça, donc voilà. Dans les questions d'après, j'avance un petit peu. Tout ce qui est DIY, finalement, ça nous profite vachement parce que, encore une fois, les gens sont limités et pour passer le cap, il faut faire appel à la compétition. On est effectivement à la fois sur une choses dont on peut parler. Effectivement, ce qui est caractéristique dans la culture, c'est qu'on est à la fois, on peut parler d'éléments de responsabilité, mais c'est aussi, on est dans une vraie tendance de consommation. Effectivement, là, dans le do it yourself, les gens font ça pas seulement pour être plus responsables, ils font ça dans l'air du temps. Christine,
Est-ce qu'en termes de... On est toujours sur la transformation de l'offre, donc là pour le coup on est encore sur un autre registre, on est dans l'enseignement. Est-ce que les enseignements ont changé? Comment ça a évolué suite de cette nouvelle façon d'être? On parlait tout à l'heure. Je crois peut-être qu'il faut revenir juste à la définition du design, parce que le design, par nature, évolue en fait. En réalité, depuis qu'il existe. Alors le design, c'est la capacité à se projeter sur les usages de demain. Et il y a déjà très longtemps qu'il prend en compte un certain nombre de dimensions qu'on connaît et qui s'accentuent aujourd'hui autour des enjeux sociétaux, environnementaux, etc. Donc le design, en fait, il a évolué, il a été percuté aussi par le numérique. Je parlais de l'école, mais son métier, c'est de former le design. Donc Internet, les technologies plus immersives, de la réalité virtuelle augmentée, et bien on a amené d'autres possibilités. Donc en fait, on s'est transformé. Et il y a une dizaine d'années, effectivement, on a pris conscience qu'il fallait aller un cran au-dessus. Et on a décidé en fait d'intégrer en fait dans notre cursus pédagogique en fait la notion d'enjeux sociétaux, environnementaux, et on a adossé en fait notre formation, notre cursus pédagogique à ces grands enjeux. Et on a créé en fait des laboratoires, ce qu'on appelle des design labs chez nous, sur ces grandes thématiques. Donc on va avoir un laboratoire un design lab autour du care, du soin à la personne, aux problématiques liées à la démographie, etc. Social, design de solidarité par exemple, design de santé, on va voir apparaître. On va avoir un design lab autour des problématiques de la ville, city design, la ville durable. On travaille beaucoup avec Monde Métropole sur des questions de durabilité, d'inclusion aussi, voilà, la ville non sexiste, etc. Tous ces sujets, on peut travailler, donc sociétaux aussi. Food design, je ne sais plus qui parlait de food, non, mais en tout cas j'avais ça en tête quand vous êtes intervenu, mais c'était ça. Mais non, on parlait de si, en fait, je pensais à ça parce que tu évoquais, Stéphane, finalement l'acceptabilité, la désirabilité. Voilà, est-ce qu'on va accepter un monde plus sobre et différent? C'est-à-dire que demain, comment est-ce qu'on assure la transition protéique? Est-ce qu'on est capable de manger des insectes et de rendre surtout cette notion désirable? Parce que c'est ça, l'enjeu, c'est effectivement comment est-ce qu'on rend fun la sobriété, et les designers ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, le care, le city, le food, une thématique autour du digital bien entendu, et comment les machines aujourd'hui impactent nos relations, les relations avec l'homme. Et puis, il m'en manque un, ça y est, je rame, média, parce qu'il est plus récent, c'est le dernier né, en fait, parce que là aussi, média, une thématique autour de média design, parce que là aussi, on voit bien que l'enjeu de la donnée, la confiance en la donnée, etc., tout ça, en fait, crée des sujets sur lesquels les designers ont à se positionner. Ce qui fait qu'un designer chez nous, quand il est formé, déjà il faut 5 ans pour le former. Voilà. Donc 3 années de compétences plutôt orientées métier, technique. Et puis sur les 2 dernières années, on va continuer en fait à le former sur sa compétence métier, mais il va mettre cette compétence-là au service d'une thématique, et il va travailler en partenariat avec une entreprise. Voilà. Donc il va travailler avec EDF, il y a un super bon projet là en ce moment sur la sobriété alimentaire, sobriété énergétique. Je ne vais pas forcément dire beaucoup, mais en tout cas c'est autour de ces sujets-là, avec le roi Merlin sur l'habitat durable, etc. Donc il va être confronté à ces enjeux, et il va travailler en prise réelle avec des problématiques que vous avez tous, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit votre secteur d'activité. Donc on forme c'est important de ne pas décrocher du réel. Dans nos métiers, c'est important de ne pas décrocher du réel et des besoins en fait, qui s'expriment dans les entreprises d'une part. Et puis on parlait d'enseignement. Oui, les enseignements ont changé. Et effectivement, on a vu du design de service entrer dans nos enseignements. On a vu de l'économie circulaire, on a vu du design durable. Ce qui est important pour nous, c'est de former des jeunes qui ont conscience de leur impact.
D'accord. Donc en fait, au travers de tout leur cursus, pendant les 5 années, on va travailler là-dessus. On va travailler sur la partie connaissances. On va leur apporter des connaissances sur les matériaux et l'impact des matériaux, sur ce que c'est l'éco-conception, comment on travaille ça. On va ensuite travailler sur les savoir-faire, comment on s'y prend ensuite pour designer. Je ne sais pas ce que il est en vert, mais je le dis quand même. Quand on va faire du design, quand on va faire du design, mais avec en respectant des normes d'éco-conception. Et puis on va développer aussi l'esprit critique. Voilà. C'est-à-dire que le designer, en fait, son propre ennemi, c'est lui-même, en réalité. D'accord. Parce que c'est notre lot à tous. Peut-être, voilà. Donc il peut effectivement mettre son talent, sa créativité au service de quelque chose qui aura un impact. Il est sur une ligne. Voilà. Où est-ce qu'il veut mettre l'impact? Et aujourd'hui, notre choix a été fait il y a 10 ans de cela, de rendre nos futurs designers très conscients de l'impact, d'avoir vraiment un esprit critique. Je vous donne un exemple. Quand on amène nos étudiants sur un sujet, par exemple, on a un atelier céramique, on va les faire travailler sur la matière, normal, les former, les designers à connaître les matériaux et les former. On va les faire travailler sur un contenant avec un brief un petit peu plus large. Spontanément, en fait, l'étudiant va travailler sur l'esthétique, le beau. On est obligé de leur dire non. Vous ne faites pas quelque chose de beau. Voilà. Vous ne ferez pas quelque chose de beau. Vous faites autre chose. Voilà. Et ça, c'est important de pouvoir avoir cette capacité de se remettre en question et d'aller pas forcément dans sa préférence, mais dans et ce que j'entends, c'est, et ça, nous, c'est l'essence même de notre métier, c'est que pendant des décennies, on était dans une logique d'économie du toujours plus et toujours mieux. Et aujourd'hui, on est dans la logique de comment faire autrement. Voilà, comment faire autrement. Et l'essence même du design, c'est ça. Et nous avons des designers qui sont capables, derrière, dans les entreprises, d'amener ce levier-là. Voilà. C'est une demande des étudiants aussi, je suppose, d'avoir des enseignements, parce que c'est une demande, bien sûr, des futurs employeurs de ces étudiants, les étudiants eux-mêmes, je suppose, qu'on demande de tous ces enseignements. C'est dans l'air du temps aussi, donc c'est un axe de différenciation et d'attractivité pour pouvoir je pense qu'ils ne le voient plus du tout comme dans l'air du temps, eux. Ouais, en fait, c'est un vrai sens pour eux. Ouais. Et aujourd'hui, ils veulent un métier qui a du sens. Donc c'est important que quand ils abordent leurs études, c'est quand même un moment important, c'est un investissement. C'est 5 ans de leur vie, et puis 5 ans importantes, parce qu'il se passe des choses. Une école, c'est un accélérateur de maturité, c'est la construction d'un projet professionnel. Eh bien oui, il faut que ça ait du sens. Et donc derrière, ils sont très exigeants. Et quand on les interroge, c'est les premiers en fait, à témoigner de la fierté qu'ils ont en fait, à être formés à cela. Il n'y a pas trop de mal pour trouver des enseignants, parce que je me suis laissé dire que même les grandes écoles ont des fois du mal à trouver des enseignants qui sont assez capés pour répondre à la demande d'effectifs des étudiants. Oui, c'est un sujet. On peut ne pas en parler. Non, mais c'est un sujet. On travaille beaucoup avec des professionnels aussi. Ouais. On a effectivement des enseignants, et puis on a aussi. Comment dire, parfois une dualité, c'est-à-dire le design, en fait, il y a plusieurs écoles, il y a un design artistique, et il y a un design d'innovation, et il y a encore effectivement, donc il faut trouver les bonnes pointures sur le design d'innovation. Oui, et quand elles sont bonnes, on les tient. Maud, il y a une pression de... Alors là, pour le coup, on vend à des distributeurs. Oui. Est-ce que cela, au-delà d'une demande plus globale, est-ce que les distributeurs mettent la pression pour que des process changent, pour avoir d'autres produits, qu'il y ait de la nouveauté durable, plus responsable dans leur rayon, entre guillemets? Oui, complètement. Il y a une pression de toutes parts de clients, du coup. Et puis, effectivement, de nos clients en B2B et de nos clients finaux. Donc effectivement, les distributeurs de nos clients type Saint-Gobain ou Pampé sont de plus en plus exigeants. Aujourd'hui, ils nous demandent d'avoir des labels, des certifications qui prouvent notre maturité, ou en tout cas le fait qu'on ait enclenché une démarche RSE. Donc j'imagine que de devenir un critère de sélection indispensable pour
ses clients. Et puis, je parlais de clients finaux, parce que finalement, on vend un produit haut de gamme, donc nos clients sont exigeants et c'est bien normal. Donc, il y a une inflexion ici au niveau, on a parlé de sens tout à l'heure, Christine, mais je pense que cette volonté de sens, elle est intrinsèque, enfin, voilà, à l'être humain, et donc elle infuse tous les plans de la société. Et du coup, on est en train d'infléchir le discours commercial. Donc on est en train de passer d'un discours commercial très axé sur le produit. Et cette inflexion d'ailleurs, ce changement, il a été opéré grâce à Jupar aussi. On a travaillé sur ce changement avec vous. Merci. C'est ça. Et donc on est en train de passer à un mode de communication ou un marketing expérientiel. Donc on est en train, plus que de vendre un produit, de vendre une manière d'habiter qui a du sens et qui met en avant aussi l'art de vivre à la française. Les produits sont fabriqués en France, on a un label Origine France garantie. Donc voilà, en quelques mots. Ça marche. Florian, c'est un peu une double question, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a la tendance du do it yourself, qu'il y a la tendance à la circularité, le réemploi, tout ça, on est bien dans la tendance, donc il y a une demande marketing. Mais du coup, est-ce que c'était aussi une demande du réseau en lui-même, des couturières? Je me permets de féminiser parce que 100% ou 97. Bon, bah, des couturières et des couturiers. Est-ce qu'ils étaient en demande de ça? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, c'est est-ce que sur un réseau qui est donc, j'ose pas dire, rester un peu dans son jus quand même d'un point de vue de la communication pendant un petit moment, là, tu amènes un gros renouveau finalement avec cette nouvelle vision, cette transformation. Est-ce que c'est facile d'embarquer le réseau? Est-ce qu'il y a des résistances en interne? Est-ce que c'était une demande? Est-ce qu'il y a des résistances dans cette conduite du changement? C'est un peu vaste. C'est hyper vaste. Et je ne sais plus les réponses que j'ai travaillées. Non, parce que c'est préparé quand même. La conduite du changement, déjà, faut commencer par soi-même. Faut être convaincu de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte. C'est le plus important. Honnêtement, si vous n'êtes pas convaincu, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Donc c'est se convaincre soi-même que on fait, ça a du bon sens, que c'est bien et que ça va c'est bénéfique entre guillemets pour généraliser pour la planète. Moi c'était facile, j'ai repris Rapide Couture, je l'ai repris il y a 2 ans. C'est une boîte qui est dans l'économie circulaire depuis toujours. Oui, facile. C'est de remettre des mots sur quelque chose. Voilà. Maintenant. C'est plus facile que vous, en gros. Entre guillemets. Mais en gros, c'était remettre en avant un travail artisanal de qualité qui a du sens. Et ça, c'est quelque chose qui avait été perdu par le réseau, perdu par les couturières, parce que petite couture, on est là pour faire des ourlets, etc. Et voilà, alors je n'ai pas mes prédécesseurs qui ont créé une super boîte, mais voilà, il y a une perte de sens aussi des couturières dans leur métier, et ça c'est quand même terrible. Donc l'idée c'était d'insuffler une conduite du changement. Donc vous imaginez les couturières qui sont quand même liées à 100% dans l'économie circulaire qui ne croient plus, donc c'est un peu dommage. Donc l'idée c'était de revaloriser leur métier. Qui, par l'effet fast fashion, on achète, Shine, tout ce que vous voulez, a fait que couturière, ok, c'est bien, mais je sais faire quoi. Et du coup, c'est de revaloriser leur métier, de montrer qu'elles ont aussi l'appui d'un réseau, de la force d'une marque. Donc, c'était vraiment de repositionner, encore avec une agence de communication, sur les bonnes thématiques, et d'en être le premier convaincu, ce que je suis, de porter ces valeurs et remettre au bout du jour la circularité. Ouais. Est-ce que ça a été facile de convaincre? Oui, ça a été facile. Ouais. C'était facile. On n'a pas complaqué la porte. Non. Même des couturières qui ont plus d'expérience, si on peut dire. Non, ont vraiment adhéré au projet parce que et je pense que vous le voyez tous, on lit tous dans les journaux,
les métiers manuels et la quête de sens de tout le monde dans ses jobs a vachement la cote. Moi, je le vois aussi. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, j'ai 6 projets d'ouverture qui sont des projets d'entrepreneurs plutôt féminins. Sur les 6, j'en ai 2 qui sont complètement en reconversion. Les autres ont un background de couturière ou une formation couturière, et j'en ai 2 qui sont complètement cadres, etc., et qui veulent se lancer là-dedans, retrouver un métier qui a du sens, de l'artisanat, etc. Donc facile, oui, parce qu'en fait, c'est juste redonner la fierté, convaincre. Quand on est convaincu, c'est hyper simple. Et en fait, après, ça se passe comment? Il suffit d'une ou 2. Et c'est elle, c'est pas moi qui vais propager le message, c'est elle. Quand vous en avez dans vos entreprises ou et même dans son cercle, quand on arrive à fédérer les gens qui sont dans le métier ou c'est plus simple quand on les fait témoigner, qu'elles ont compris le concept, qu'elles ont compris la transformation, l'importance de leur métier, l'importance de ce qu'elles font. Moi, mon job, c'est un boulot de commercial. Oui, mais quand c'est des personnes qui font, le message il passe beaucoup plus auprès des autres et c'est comme ça que ça marche. Et je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Oui, complètement. Voilà. Je rejoins. Et donc, Maud, pareil sur cette conduite du changement. Alors même si on comprend que depuis 2001, les valeurs sont là. Mais il fallait quand même, il faut quand même embarquer et structurer, Ouais. embarquer de manière structurée. Et effectivement, tout d'abord, je rejoins, le principal c'est d'être convaincu soi-même pour pouvoir embarquer, c'est envisageable. Il y aura toujours un pourcentage de réfractaires. Nous, sur 110 employés, je pense qu'il y en a qui ne comprennent toujours pas le principe de la RSE, mais la plupart, je pense, l'ont intégré et de manière beaucoup plus rapide que je pensais, parce que j'avais peur quand j'ai lancé les ateliers RSE. La démarche RSE, elle est assez récente en réalité. Donc j'ai lancé des ateliers RSE en février dernier. Et pour vous donner une idée, il y a eu sur 110 collaborateurs, il y a eu un taux de participation de l'ordre de quasiment 40%, donc ça a été énorme. Je pense qu'il y avait un réel besoin de dialogue social et de diffuser toutes ces valeurs à l'échelle de l'entreprise. Et voilà, après l'enjeu, je dirais que c'est d'embarquer dans la durée et effectivement de mobiliser des collaborateurs. Donc la RSE, c'est transverse par essence. Donc toute seule, je ne peux rien faire. Donc effectivement, là, j'ai constitué des groupes de travail et Christelle, la responsable de communication et marketing de Civadec dans l'Assemblée, elle fait partie d'un des groupes de travail RSE. Et voilà, l'enjeu, c'est que des collaborateurs deviennent ambassadeurs et portent cette démarche au sein de l'entreprise. Et pour l'instant, c'est le cas et le démarrage est plutôt concluant. Je suppose que c'est important effectivement que les collaborateurs soient acteurs complètement. de la démarche et pas seulement Oui. réceptionnaires de stratégie. Oui. Disons que je ne pourrais pas mettre en place une politique d'achat responsable sans la directrice achat et puis sans tous les acheteurs de la société. Donc il faut vraiment en fait, convaincre l'ensemble des collaborateurs. Oui, parce que justement, Florian disait c'est plus facile chez toi. Oui, c'est vrai, parce que là, le coût du changement, il y a un coût économique aussi. C'est ça. Parler des achats, il faut quand même changer les process, il faut changer faire travailler des services qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc il y a une inertie, donc ça coûte plus cher. Du coup, il y a une sorte de négociation interne qui s'enclenche, d'acceptabilité économique. Alors ça, oui, tout à fait. Du coup, ça ne va pas être au niveau des collaborateurs, ça va être au niveau du CODIR. Donc effectivement, j'ai dû aussi convaincre avant tout le comité de direction de l'entreprise. Globalement, ils ont plutôt bien reçu cette démarche. Enfin, ils ont envoyé les bénéfices, mais pas tout le monde. Donc j'ai dû convaincre. Et je pense que le long démarrage de la démarche a fait ses preuves et a permis de convaincre l'ensemble du CODIR. Mais effectivement, c'est un travail de négociation constant en fait, sur les différents investissements que représente la RSE. Et surtout dans un phénomène de contraction de l'activité dans le bâtiment, qui est clair. On a été des grands bénéficiaires de Covid, parce que tout le monde restait chez soi, donc il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans leur intérieur et dans leur extérieur. Et là, le souffle est vraiment en train de retomber d'une manière assez brutale. Donc finalement, il faut aussi embarquer la direction sur quelque chose, sur des investissements de long terme qui ne coûtent pas de source dans un monde où on a été habitué à
à gouverner, à diriger des entreprises avec des indicateurs financiers classiques et qui souvent insufflent quand même une vision court-termiste. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux, mais en tout cas, j'ai pour l'instant le soutien global de la direction. Effectivement, c'est une notion intéressante d'intégrer des indicateurs extra-financiers. C'est un gros chantier en cours et qui prend un peu de temps. C'est les directeurs financiers. Il y a aussi, justement, donc là, je travaille avec le contrôleur de gestion. Christine, est-ce qu'on a perdu des enseignants au moment où on a reformulé cette vision-là? On s'est dit, bon, bah voilà, non, on a juste perdu quand on a déménagé sur l'île de Nantes. Ah bah oui, c'est ça, parce que t'habitais à côté. C'est surtout ça. On était à Chanterie et on est arrivé sur l'île de Nantes. Ça se fait au fur et à mesure. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'on s'était un peu perdu nous parce que justement, et c'est en lien avec notre récente installation sur l'île de Nantes, c'est que l'école s'était développée, s'était dispersée de manière géographique. Et on voit bien que pour fédérer des équipes, quand on est éclaté, c'est très compliqué. Donc on s'était un petit peu perdu, des vues au sens figuré comme au sens propre, y compris d'ailleurs les étudiants entre eux, puisque certains avaient cours à tel endroit, certains avaient cours à d'autres endroits. Donc il se passe beaucoup de choses en fait en informel, il y a beaucoup de connaissances et d'échanges en fait entre eux, et ça on l'avait perdu. Donc ça a été un petit peu l'époque Covid, préparation on avait ce projet de se regrouper en fait sur l'île de Nantes. Et à ce moment-là, je crois qu'on a eu besoin aussi de recentrer notre discours. Et en fait, on a travaillé aussi avec l'agence sur la refonte de notre site. Ça a été un projet un peu symbolique pour finalement réaligner ce qu'on était dans la perspective de ce déménagement et de ce rassemblement. Voilà. Donc, et ça, c'est super important parce qu'on a parlé de communication interne, mais de communication tout court parce qu'on remet des mots, parce qu'on nous, on a tout réécrit. En fait, on a tout réécrit, mais on a réécrit ensemble. Voilà. Donc, les mots, on les a choisis ensemble. On a été accompagnés par vous. Et ça nous a permis de nous réinterroger, de nous re-challenger et de voir aussi le chemin qu'on avait parcouru, finalement, et de reformuler une vision. Et on sait bien que parfois c'est la com, même la com externe en fait, qui a cette vertu de rassembler autour de ce qu'elle exprime, tout simplement. Donc ce travail-là, il a été fait dans le bon timing. Donc, parce que justement, on arrivait sur l'île de Nantes, on avait pris ce temps, nous, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce projet-là, ça a été vraiment un gros travail, mais on a pris ce temps-là, et quand on est arrivé sur l'île de Nantes, on avait fait et qu'on s'est donc retrouvé, on avait effectivement, et ça nous a redonné beaucoup de sens, parce que, effectivement, le fait de retravailler ensemble autour d'une vision commune permet d'accélérer les choses. Et puis, aujourd'hui, où on en est, donc on passe un cap. On a parlé aussi d'organisation parce que vous êtes en charge de la RSE, et c'est important de porter ça dans la structure. Et donc, on a mis en place, depuis l'année dernière, une cellule en fait, dédiée au design durable, et à la circularité en fait, dans nos métiers. Donc, ça porte déjà ses fruits. On va former tous nos étudiants à la fresque du climat à la rentrée, voilà, pour les sensibiliser. Et en fait, on a déjà formé en interne des collaborateurs, donc on parlait d'impliquer, de diffuser, qui seront les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis, ce sujet-là. Maintenant, j'allais dire une école a peut-être moins d'impact qu'une industrie, donc, et une école de design peut-être encore moins, je ne sais pas, j'ai ce sentiment-là. On a une activité et dans le sujet de la circularité du réemploi, en fait, on a aussi le fait de se rassembler et d'avoir de nouveaux ateliers nous ont permis aussi de réenvisager en fait le réemploi des matériaux, un process, et d'impliquer aussi les étudiants
on leur dit voilà, vous avez des déchets, des choses chez vous que vous n'utilisez plus, on les réutilise dans la pédagogie, dans les ateliers, etc. Et puis on est en lien avec les associations. On a ce sujet-là, parce qu'une école comme la nôtre, c'est une école qui utilise beaucoup de matériaux aussi. Dans le design, on travaille les matériaux, que ce soit dans une logique vertueuse. Okay. Est-ce que Florian, ça a permis d'attirer vraiment des nouvelles, le fait aussi de moderniser la communication, ça a permis aussi d'attirer des franchisés? Oui. On va dire que 6 projets d'ouverture, donc des porteurs de projets qui sont dans l'entrepreneuriat. Je crois que c'était pas arrivé depuis 6-7 ans. Ah oui. D'un coup. Donc voilà, là j'ai peut-être une dizaine de dossiers où je les accompagne, parce que mon métier c'est de les accompagner à l'entrepreneuriat sous l'enseigne Rapiculture. Mais là, 6 concrets où c'est les accords de banque, les machins, tout pour démarrer, quoi. Donc oui, il y a un vrai quelque chose. Il y a un vrai quelque chose. Ça, et juste, en fait, c'est juste une histoire de repositionnement, de remettre en avant les valeurs. Parce que, encore une fois, une agence de communication a fait avec moi et a fait un énorme boulot. Et c'est un gros bénéfice. Donc oui, il y a des gens qui se lancent. Ouais, super. Des gens qui travaillaient avant en agence de communication puis on a tous des reconversions, c'est vraiment de rien du temps. Nous, on est qui est devenu apiculteur. Est-ce qu'il est important d'être labellisé, d'avoir une reconnaissance, on va dire, officielle de la RSE des uns et des autres? Ouais, Florian, si tu veux continuer sur ce oui et non. Ouais. Oui, dans le sens où... alors non, je vais commencer par non, parce que nous, c'est notre métier. Donc, tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que Rapiculture est entreprise à mission? Non, on n'est pas à mission, on n'a pas besoin, parce que c'est notre job au quotidien. Ouais. Donc, rajouter une pierre pour la 5e roue du carrosse, ça ne nous sert à rien, parce que notre métier, c'est ça. Après, c'est plus en termes de reconnaissance par rapport à ce qu'on fait. Donc d'être labellisé réparateur, qui est un label de l'ADEME et de la Chambre des métiers, d'être sollicité par Refashion, qui est l'éco-organisme de la filière textile, etc. C'est hyper positif, ça montre que, je veux dire, des réseaux de couturiers retoucheurs, il n'existe pas, il n'y en a qu'un. Sinon, c'est des retoucheurs indépendants ou du 100% digital. Ouais. Donc, de montrer que on compte, c'est important. Et ce qu'il y a aussi d'important là-dedans, c'est que c'est pas moi, c'est les couturières. Oui. Je les fais intervenir parce que c'est elles qui font. Donc, c'est hyper important et c'est comme ça que les labels ou ce qu'on peut obtenir ont du sens. Okay. Voilà, et puis participer à des trophées d'économie circulaire, de la mode, c'est super chouette. C'est chouette. Après, parce que c'est bien, parce que sur le thématique de la communication, ça montre qu'on existe, qu'on le fait. Après, si je fais ça, c'est pour que les gens viennent dans les boutiques, que ces chefs d'entreprise puissent, de l'artisanat, puissent gagner leur vie, tout simplement. Ce cercle vertueux. Côté Sylvalec, on est labellisé Oui, complètement. Donc effectivement, pour nous, c'est très important pour le coup. Il y a un double enjeu, je dirais, de crédibilité et de notoriété. Donc de crédibilité pour nos clients notamment. Effectivement, on a été le premier fabricant de bois composite à obtenir une fiche F2S, donc à réaliser l'analyse statique du cycle de vie de nos produits. On est doublement certifié ISO 14001 et ISO 501. Donc voilà, on a beaucoup de labels. On est également labellisé PEFC, donc ça veut dire que notre bois est aussi de progrès jamais durablement.
etc. Effectivement, voilà, c'est très important pour nos parties prenantes au sens large. Puis en interne aussi, vous parliez de fierté, donc il y a effectivement le label vient récompenser un travail collectif qui a été mené en interne, qui a souvent mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu de fierté, de marque employeur, et de garder, de conserver les équipes motivées aussi par des projets précis. Puis, Ok. Je crois que dans la durée, c'est important aussi parce que ça permet aussi de labellisation, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis, donc ça nous pousse à être vigilant. On va laisser la garde et être vraiment dans une dynamique d'amélioration continue. Parce que l'enjeu, c'est d'avoir effectivement l'obtenir de label, de le conserver. Est-ce que l'école est labellisée? Alors, nous, on se pose la question, mais clairement. Quel type de labellisation? Alors, on a des labellisations qui sont propres à l'enseignement supérieur. Ça va peut-être pas vous parler, mais Global Impact, etc. Il y en a différentes. Il ne s'agit pas de construire sa stratégie pour obtenir une labellisation, mais d'intégrer la cote, le bon label dans sa stratégie. Donc, ça, c'est notre façon de voir les choses. Et donc là, on s'interroge. Oui, il faut qu'on puisse acquérir une labellisation, on va dire, spécifique. Parce qu'on a déjà d'autres reconnaissances, alors pour tout ce qui a été dit, parce que c'est un élément de preuve, très clairement, aujourd'hui, il faut donner des éléments de preuve factuels à nos publics externes qui sont exigeants, parce qu'on travaille beaucoup avec les jeunes, on travaille beaucoup avec les entreprises, notamment par la pédagogie, par les projets. On a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir, donc c'est important aussi d'être en phase avec leur propre démarche. Et puis on a, nous, dans notre métier, des reconnaissances et des labels sur nos diplômes. Et ça, c'est important parce que tout ça évolue, en fait, il n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que, bien sûr, on va évaluer l'excellence de nos formations, la pertinence de nos formations, on va évaluer l'insertion des jeunes sur le marché, etc. Mais aujourd'hui, on évalue aussi dans ces reconnaissances. Je parle du visa et je parle notamment aussi d'une labellisation qu'on a obtenue avec Kelly, c'est la dimension environnementale, comment est-ce qu'on la prend en compte dans nos cursus pédagogiques, la dimension aussi d'inclusion, par exemple. Voilà. Donc, à travers des labels plus généraux, alors c'est pas tout à fait le même discours que les labels spécifiques, mais néanmoins, déjà, ces labels-là sont une certaine reconnaissance d'une démarche qui est en phase avec les problématiques, les enjeux auxquels on est confronté et qui valide en fait le fait que des jeunes qui sont diplômés de nos établissements en fait sortent avec les bons outils, les bonnes compétences. Voilà. Ça c'est vraiment important et ça nous amène dans cette démarche d'amélioration continue parce que une reconnaissance, en fait, elle n'est jamais acquise plus de 3, 5, 6 ans. Voilà. Et ça va vite. Voilà. Donc, oui, il y a certains labels qui viennent de plus en plus exigeants. De plus en plus exigeants. Parlais du scoring Covadis, il y a quelques années, voilà, on avait une vingtaine de pages à remplir, enfin une vingtaine de questions. Et là, aujourd'hui, on est passé de 20 pages de questionnaire à remplir à 46 pages. Enfin, voilà, donc, il faut rester. Ouais, il y a un autre élément en fait, qui pour nous est important, c'est les classements. Et aujourd'hui, on a des nouveaux classements. On a un classement qui est sorti l'année dernière, Change Now, qui est sorti par les échos Start, qui fait l'équivalent des échos univers de l'enseignement supérieur des jeunes, etc. Et qui est vraiment un classement spécifique sur ces démarches-là, et c'est un objectif effectivement d'être classé dans ce. Du coup, je rebondis un peu du tac au tac sur le côté inclusion que tu as cité, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'offres, de produits et de services, mais peu du volet social finalement de la responsabilité. La transformation, elle est aussi sociale dans les organisations. Il faut savoir qu'il y a un enjeu de féminisation dans l'industrie. Complètement. Parce que vous, c'est un peu le sujet en fait. Et de masculinisation. Complètement, effectivement. C'est un sujet, un peu je défends dans l'industrie. Alors, comment dire,
a fait des embauches de femmes. Récemment, la chef d'entreprise, donc c'est ma mère, en fait, c'est Cybadec, donc c'est une femme qui porte ce projet depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, il y a Christelle qui est présente, il y a une responsable R&D qui est une femme, il y a une responsable achat qui est une femme aussi, donc finalement on est en train peu à peu de féminiser nos effectifs, même si le taux de féminisation reste sur certains postes, notamment voilà, je pense aux opérateurs, hein, on parle d'ailleurs d'opérateurs, d'opératrices, il y en a quelques-unes, mais en minorité. Donc voilà, donc là on vient de recruter une nouvelle responsable RH qui elle est issue d'un milieu plutôt féminin, donc elle travaille dans le prêt-à-porter chez Fago. Et du coup on est en train de mettre en place, ils sont très engagés eux aussi. Et donc voilà, donc on travaille là toutes les deux à mettre en place une nouvelle stratégie RH pour permettre en fait, de mieux communiquer sur nos métiers. Donc il y a un réel enjeu d'attractivité puisque finalement tout le monde connaît le plastique, mais la plasturgie reste un secteur méconnu et l'industrie voilà, qui mériterait, je pense, plus de considération et voilà, on travaille sur tout ça. Des idées de co-branding, Fago, Rapide Couture, ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ok, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je vous propose une dernière question un peu dans la projection comme ça. À vous trois, baguette magique, tapis volant, direction 2033. Comment vous pensez que cette transformation, qu'est-ce que ça va devenir par exemple Cybadec en 2033? Une terrasse sur pilotis, je sais pas. Ouais. Non, il y a plein de choses à penser en réalité. Et d'ailleurs, on en parlait un peu tout à l'heure avec Christine. Donc l'avenir il sens clairement avec la jeunesse. Donc nous, on va initier une collaboration avec l'ANSSI, qui est une école de design industriel publique basée à Paris, que je connais des fonctions que j'ai pu exercer auparavant. Et finalement, on va collaborer sur un semestre avec eux. Donc, on va collaborer avec une vingtaine d'étudiants designers industriels parce que c'est une compétence qu'on n'a pas en interne. Les industriels, on a plein d'ingénieurs, plein de techniciens très brillants, mais il nous manque peut-être ce volet design et esthétique pour inventer l'habitat durable, enfin l'extérieur en tout cas durable de demain. Et voilà, donc on va se faire accompagner sur tous ces sujets, sur repenser Cybadec d'ici 2030 ou 2050, avec des jeunes qui vont nous aider, je l'espère en tout cas, à prendre de la hauteur et de recul. C'est une collaboration qui va démarrer à la rentrée. Voilà, donc c'est par exemple comme ça. Ça me fait une petite passerelle vers Christine, parce que c'est vrai, j'ai découvert avec vous qu'en fait on n'imagine pas tout ce qu'on peut designer. C'est vrai qu'on dit design aux gens, on pense à intérieur, conception de produits, et puis design graphique, on est bien placé pour le savoir. Mais en fait, les designers ont leur place dans énormément de domaines parce qu'ils sont sexistes, donc c'est un peu contre-intuitif. Ah oui, voilà, on a une jeune femme étonnante, en fait, elle est en 3e année, elle est en train de créer son entreprise autour de la phobie scolaire, en fait, et comment elle, en tant que designer, elle peut intervenir sur ce sujet-là. Je vous invite à voir, on va exposer pendant le voyage à Nantes différents projets, en fait, autour de toutes les thématiques que je vous ai énoncées, et vraiment, je vous invite à voir parce que c'est des facettes totalement inattendues du design, comme tu dis, il y en a partout, et vraiment là où on ne l'attend pas. Et en fait, ce sont des projets de fin d'études et un projet qu'on expose et qu'on a travaillé avec Nantes Métropole autour des enjeux d'alimentation durable et locale, autour d'une race particulière qui est la vache en. Alors du coup, j'ai perdu le fil de ce que on parlait de vision. Ouais. Alors nous, on a fait un gros travail en fait récemment de réorganisation de notre activité vis-à-vis des entreprises parce que on a plusieurs sujets, mais on a un sujet, c'est déjà d'accompagner les entreprises dans cette vision prospective. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus un pas de côté qu'il faut faire, c'est 2, voire plus. Donc, ce que vous décriviez, Maud, pardon, eh bien, on le pratique avec beaucoup d'entreprises. Donc, on a un service vraiment prospectif. Alors, il ne s'agit pas d'être dans une logique de boule de cristal ou de se substituer.
de l'autre côté aux agences professionnelles, on va dire, de conseils qui font cela, mais de défricher, de faire sortir, voilà, et de vous sortir de votre zone de confort, de re-questionner même les problématiques que vous apportez quand vous venez nous voir. D'accord ? Est-ce que c'est la bonne question que vous vous posez ? Voilà. Et donc ça décoiffe un petit peu. Donc ça, la vision de demain, elle est déjà embrayée sur, pour nous, être encore plus au service des entreprises, nous en tant que professionnels du design, et puis de se réinventer dans nos deux métiers, parce qu'on est percuté aussi par l'intelligence artificielle comme tout le monde, mais on est sur des métiers de la création. J'allais dire, on est vraiment dans le dur aujourd'hui. Donc là, effectivement, on est dans une réflexion sur comment est-ce qu'on va intégrer cela dans nos métiers, dans notre pédagogie. Et on va se mettre à la fois sur une réflexion autour de quelle école on veut être demain, c'est-à-dire finalement un enseignant demain avec des outils tels que l'IA, quel est son rôle. On va réinterroger notre métier fondamental qui est celui d'enseigner. Ça, l'école, et là on entame vraiment cette réflexion. Donc j'ai pas de réponse aujourd'hui, mais on sait quelque part, quelque part il y aura une inversion d'estrade, enfin vraiment le pédagogue sera plus accompagnant que sachant, ça je pense qu'on en est tous convaincus, et puis comment est-ce qu'on amène nos étudiants à avoir à la fois les bons outils, à en faire le bon usage, et à rester sur la valeur ajoutée sensible, parce qu'un designer c'est quelqu'un qui ne sera jamais remplacé par une IA, parce que sa valeur c'est sa sensibilité, c'est son écoute, c'est son émotion, et voilà, on en a tellement besoin pour recréer en fait du sens aujourd'hui qu'on est sur cette vision de transformation. L'intelligence artificielle, pas tout de suite sur Rapid Couture. Ça ne marchera pas, je pense pas. Couture, pour l'instant, je crois. 2035, comment tu vois les choses? Est-ce que l'IA va ajouter des... Non, mais en fait, le métier de la couture, ça existe depuis la nuit des temps. Donc on repart sur 500 000 ans. Voilà, c'est ça, c'est reparti. Voilà, il faut faire ça. C'est continuer, pérenniser ce métier qui existe depuis la nuit des temps, et puis embarquer des nouvelles générations, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus, parce que voilà, les porteuses de projets que j'ai, elles ont entre 25 et 35 ans, donc il y a un vrai renouveau, on embarque des personnes plutôt jeunes, donc c'est chouette. Super. Que ça continue comme ça. Merci. Est-ce qu'on se laisse un petit temps de questions-réponses, si vous voulez, si vous en avez? C'est parce que le champagne n'est pas encore prêt. Il est pas prêt, hein. On a encore 5 minutes. Dans votre changement, Rapid Couture, enfin dans votre changement ou dans votre conduite au changement, enfin pour moi-même plus ou moins couturière, ou voilà, en tout cas en fait depuis toute petite, pour moi Rapid Couture a une image très vieillissante, plus retouche que couture. Oui. Est-ce que donc vous allez vous amener à faire justement de la vraie transformation et de la vraie création, ou est-ce qu'elles resteront couturières retoucheuses? Alors, dans la transformation, le métier de retoucheur est bien plus complexe qu'un métier de créateur de vêtements. Tout à fait. Pourquoi? Parce que vous prenez un vêtement, construire un vêtement c'est facile, vous prenez un patron, vous avez des baskets de couture. Voilà, je simplifie, ok? Vous êtes retoucheuse, vous prenez le vêtement qui est abîmé, vous devez le démonter. Ensuite, vous devez faire soit la réparation, soit la transformation, et rendre le vêtement, le remonter pour qu'il soit à l'identique ou comme le client le veut. C'est hyper complexe. Donc l'idée c'est de réanoblir le métier de retoucheur dans la transformation, vous montrer que la transformation c'est parfois vachement plus cool et vachement plus sexy que juste de la création. Et c'est ce sur quoi on va tendre. Je comprends l'image vieillissante, je le sais. C'est quelque chose qui change. C'est là qu'on intervient, mais c'est D'où part aussi. Sur les réseaux, sont des réseaux indépendants. Et voilà, mais c'est à partir du moment où elles, je parle d'elles parce que c'est surtout une population féminine, seront convaincus et sauront convaincre leurs clients plutôt que de venir faire un ourlet d'amener les clients
à venir avec leurs vêtements, à leur montrer qu'elles sont capables de faire. Je suis là pour les accompagner aussi. L'image se transformera d'elle-même. Oui, puis vous dites elle, mais en fait, dans la transformation, je pense qu'il y a plus de il couture que de elle. C'est-à-dire Et ben, je pense qu'il y a plus d'hommes couturiers qui créent et qui transforment que de elle. oui, Enfin, plus, ou en tout cas, ouais. plus que ce qu'on pense. Plus que ce qu'on... Non, pas forcément. Alors ça, c'est parce que vous avez Paris, capitale de la mode, etc. Pas forcément, non, mais même on si vous voit regardez beaucoup sur de Nantes, choses. hein. Mais c'est toujours pas... C'est comme les cuisiniers. Il y a plus de femmes Ouais. cuisinières que d'hommes, et pourtant les hommes, Ouais. c'est toujours ceux qui sont en avant. C'est la même chose. Voilà. Mais la majeure partie, ça reste des femmes. J'ai 3 très bons couturiers, retoucheurs, mais Pour avoir travaillé dans la mode, je témoigne. voilà, donc, mais c'est un beau métier. Ouais. J'ai une question aussi pour vous. Je trouve l'idée vraiment sympa et le fait de redynamiser une image vieillissante, c'est vraiment super. Mais qu'est-ce que vous allez apporter comme moyen pour faire en sorte que le grand public, qui connaît plus ou moins la culture, se fasse une autre image de votre entreprise? Parce que ça nécessite beaucoup de communication, marketing, moyens. Et quelle est votre stratégie là-dessus, clairement? J'ai rendez-vous avec Olivier là. On a rendez-vous lundi. Merci de me tendre la perche. C'était beau, hein. Oui, c'est des investissements, c'est à moi de les porter en tant que tête de réseau. Il y a un truc auquel je crois encore, c'est le bouche-oreille. C'est cool, les réseaux sociaux, etc. Mais je crois beaucoup au bouche-oreille. Donc la conduite du changement, je l'ai déjà apporté vis-à-vis de mon réseau. Vous allez au Rapid Couture rue Paul Bellamy, vous allez comprendre. Vous allez au Rapid Couture qui est boulevard des Anglais. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Mais ça prend du temps pour boulevard des Anglais de faire comme celle de Bellamy, par exemple. Chacun va à son rythme. Mais oui, effectivement, oui, il y a un vrai enjeu, une vraie thématique sur la communication. Et je suis pas trop mal accompagné, vu ce qu'ils ont déjà fait, enfin, toute la plateforme. C'est vrai qu'il y a cette problématique spécifique que c'est un investissement du franchisé, donc on ne peut pas non plus lui forcer la main. Il y a un business, il y a son propre business model et sa propre rentabilité qui entre en ligne de compte. Et c'est assez juste ce que tu dis rien, parce que il y a la question de la dissonance entre des points de vente qui ne sont pas raccords avec ce que tu diffuses aussi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, ça, c'est une des problématiques spécifiques de réseaux franchisés. Oui, c'est ça. C'est un peu l'argent. Vous diffusez sur les réseaux? Ouais. Vous diffusez sur les réseaux? Ouais. Est-ce que... Une autre question? Reste à vous remercier. Merci. Merci beaucoup.